Ça fait peur, gros. Et le Covid. Ouais, et il y a ça aussi. T'as Alzheimer et le Covid. Au point où on en est. On est un peu limité sur celui-là, on a à peu près 55 minutes. On va, de toute façon, j'espère pas faire plus longtemps. Vas-y, donc on commence. Déjà, bienvenue à tous et bienvenue à Baptiste, le grand retour. Il est de retour sur New York. Ça fait combien de temps que tu es arrivé là? 3 jours. Ok. Ouais. Je pense que tout le monde nous connaît, mais pour le principe, faut qu'on se représente en vite fait. Toujours des gens qui rentrent dans le. Il y a toujours, des nouveaux qui rentrent dans le bateau. Donc on va commencer par Bastien. Présente-toi et ensuite on fera Baptiste et Fredo. Bonjour à tous, je m'appelle Bastien Martinez, j'ai 26 ans et je suis un boxeur amateur français qui vit à New York depuis maintenant 2 ans. Grâce à Boxing Culture, évidemment. Baptiste. Salut tout le monde, moi c'est Baptiste Cheval alias Le Centaure. Ça fait maintenant 10 ans que je boxe, combattant amateur aussi. J'ai rejoint l'équipage Boxing Culture avec tonton Fred et maintenant champion de New York amateur et demi-finaliste des championnats de France 2 fois. Donc voilà, on est venu ici pour faire notre carrière aux États-Unis. Sous l'œil attentif de tonton Fred qui va se présenter tout de suite. Alors, moi c'est Fred Julan, fondateur de Boxing Culture. À la base, je suis boxeur professionnel. J'étais venu m'installer il y a 12 ans aux États-Unis pour avoir une carrière ici. Et ma carrière a pris ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. J'ai décidé de m'occuper des jeunes boxeurs, de leur fournir une éducation sur le ring et en dehors pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes situations que j'ai pu me retrouver, des situations où tu te retrouves bloqué avec des managers, des situations où tu ne sais pas trop quoi faire. Et voilà, Boxing Culture, on organise des stages et on éduque les boxeurs sur tout ce qu'il y a à savoir sur la boxe. Donc aujourd'hui on est là, on va vous parler de plusieurs sujets. On va parler de la relation entre le coach et le boxeur. On va parler du weight cut, les pertes de poids intensives en amateur, alors qu'il n'y a pas besoin, de faire ça du tout, tu vois. Il y a beaucoup de coachs en fait qui ont cette culture de se cramer. De cramer leurs boxeurs pour les faire descendre d'une catégorie et tu te retrouves avec des boxeurs affaiblis, des boxeurs irrités, des boxeurs qui sont pas heureux dans le ring et en dehors et je pense que ça affecte beaucoup la performance. Donc je pense que, qu'est-ce que vous en pensez? On commence avec ça? Ouais, je pense que c'est un bon sujet. Ouais, je pense que c'est un bon sujet. En plus c'est d'actu pour Bastien parce que tu montes de KT là. Ouais. Donc explique-nous un peu ton historique, pourquoi tu as décidé de monter de catégorie et vas-y, dis-nous tout. Alors moi, il faut savoir que ça fait très longtemps que j'étais du coup en moins de 60 kg, 132 pounds ici. Ça faisait genre 6 ans, un truc comme ça. Et en fait, je crois tous mes combats seniors, quasiment, je les ai faits en 60 kg. Et c'est là où j'ai fait le plus de résultats. Et j'ai toujours galéré en fait avec le poids, sauf peut-être la première année en 60 kg et tout. Et après, je sais pas, je me suis mis un truc dans la tête en mode parce que c'est là où j'ai fait le plus de résultats, genre dont champion de New York et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est que c'est ma catégorie, c'est là où je suis le mieux. Sauf qu'entre temps, mon corps il a changé, mec. Et avec les entraînements que je fais et tout ici. Et en fait, là, je suis arrivé à un point où déjà, en fait, ça devenait vraiment de plus en plus chaud de descendre à 60 kg. Et là, c'est plus possible en fait. Genre, je m'entraîne 1 à 2 fois par jour et je mange que dalle. Genre, je mange vraiment. De toute façon, Baptiste, il était là, il le voyait. Il faisait de la peine. Hein. Ouais, franchement, c'était. Ouais, tout le monde l'a vu. Tu vois, il était comme ça. Mec, il est toujours vénère. Même dans tes vidéos, tu disais, putain, il est toujours vénère. Ouais, mais même moi, ça me saoulait de voir ça. Je me dis, merde, c'est vraiment l'image que je renvoie. Non, ouais, franchement, c'était pas humain ce que tu t'infligeais. C'était pas humain ce que tu t'infligeais. Et il était content que tu changes de catégorie en amateur. En vrai, avoir tout le temps, en plus, voilà, avoir tout le temps ce rythme, parce que comme en amateur, on mange beaucoup plus. C'est pas des cuttings d'un coup, quoi. Il fallait maintenir un poids constamment, en fait. Vu qu'on avait beaucoup de combats, je te voyais, mec, parce qu'en plus, je culpabilisais parce que moi, je faisais toi, t'étais alpi et tout. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de cutting. Jamais. Alors, il y a eu 1 ou 2 fois où, au niveau du poids, c'était un peu chaud. Donc, j'ai perdu un peu le poids au dernier moment. Mais dès que je voyais que c'était chaud, j'ai commencé en 69. Moi, je suis passé à 71 kg, je crois. Moi, je suis passé en 75 direct.
Tu vois. En amateur, mon coach ne nous a jamais mis cette pression. Ouais. Bah écoute, ouais, tu fais 71, allez hop, 75. Ouais, bah ouais, c'est ça. Voilà, surtout que j'étais jeune, on était encore en croissance, fallait pas se priver. Alors il y a des moments où effectivement quand le gars il est en surpoids ou quoi, c'est bien de faire un ajustement, Ouais, de trouver normal. sa catégorie de poids. Mais quand on est déjà athlétique, et que C'est ça, ouais. Voilà. En fait, c'est cette précision, je sais plus, j'avais fait un post et c'est cette précision que j'avais oublié de mentionner, c'est que c'est pas à n'importe quel poids tu vas performer, Ouais. mais genre, si tu es déjà athlétique, genre que t'es pas fat en gros, tu vois, Voilà. t'es pas un gros, ben change pas de caté, y a Change pas pas de besoin. caté. Par contre, si tu vois que physiquement t'es un peu rondouillet, tout ça, tu vois que vas-y, si je me pousse et tout, tu peux gratter une caté. Ouais, pourquoi pas essayer, tu Exactement. vois. Mais Ouais. se restreindre, comme toi t'étais super athlétique déjà, Ben ouais. Trop. se restreindre, non, c'était beaucoup trop. regarde là comment t'es sharp. Et Bah puis ouais. je trouve que là je suis beaucoup Bien mieux en vrai. sûr. Mhm. Et puis putain, on voit du sourire sur ton visage, bordel. Ouais, grave. On voit un sourire sur ton visage, on rigole à l'appartement beaucoup plus. Ça change tout, ça change tout. Ça Moi- change tout le mood en fait. Ah ouais, moi rien que 2 jours de régime, je suis déjà irrité. Mais toi t'étais toute l'année en régime, mec. Bah ouais. Il connu mangeait sa l'enfer. pomme, voilà. Donc Bah, c'est bien, c'est- je pense que c'est très bien que tu aies fait ça. Tu vas être dans Ouais, ton poids j'ai hâte, naturel. franchement. Et voilà, le message c'est que pour les amateurs, faut pas cutter, c'est à la mode en ce moment, donc tout le monde veut faire du cutting. Tu te souviens quand on a été sparé un mec, je crois que c'était au Victory, Ouais. un Irlandais là. Ah Le ouais, mec, non, mais il était balèze. Voilà. Il disait qu'il a même caté. Oui, oui. Mais jamais. Et de la on s'est vie. dit, moi, je le ce vois- jour-là. on voyait s'échauffer, on s'est dit, mais non, c'est pas lui. c'est Après, pas il faut lui. aussi savoir qu'à New York, il y a pas mal de mecs qui prennent des trucs et tout. Donc, Ouais, ils prennent les diurétiques et tout, ce qu'on conseille pas du tout, quoi. Mais ouais, ils font des dingueries en fait. C'est des bêtises en fait, tu vois, c'est juste des Ouais. bêtises. Le mec, il était monstrueux, quoi. Il devait faire 90 kilos, et 2 semaines après, il boxait en moins de 75, quoi. Perdre 15 kilos en 2 semaines. Ouais, quoi. exactement. En amateur, c'est pas des trop. trucs qui, c'est Ouais. pas une pratique saine en fait. Ah, tu vas te vois. flinguer, quoi. Tu vas te flinguer mentalement et physiquement en fait. Regarde des Mayweather, tous ces mecs-là, même en pro, eux, ils sont toujours au poids, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Les boxeurs qui ont été les boxeurs qui ont été le plus durables en professionnel, c'est ceux qui ont fait le moins d'écart de poids. Mayweather, il était presque tout le temps à son poids. Rigondeaux, pareil. André Ward. Pacquiao, après Pacquiao, il a mangé de la bonne viande. Ouais. Et il a Mais il est fait monté, très oui. petite caté, Ouais. mais il est monté Ouais, petit à petit. tu vois, au fil des années. C'est comme moi, je pense que pour moi aujourd'hui, redescendre en moins de 80 kilos, c'est du taf, tu vois, parce que mais déjà ma structure, tu vois, Ouais. les os, tu vois, ta densité osseuse, elle change. Tu vois, ta largeur de ce qu'on appelle le frame ici, elle change aussi, tu vois, tu t'élargis et tout. Après, c'est des galères, tu vois, mais plus tu vieillis, Ouais. en pro, c'est une pratique courante, mais en amateur, gros, on voit qu'un Canelo qui est monté en mi-lourd. C'est un ouais, gros il est lourd. monté Ouais, jusqu'en mi-lourd, mi-lourd, c'est énorme. mec. Et il Ouais. voulait faire. Attends, il a pas fait un combat en cruiser quand il avait Il a fait tapé. Kovalev, Attends, Kovalev. il avait pas tapé un Sud-Africain où ah non, il voulait le faire. Non, je il crois. voulait, ouais. Oui, En c'est cruiser. Badou Jack aussi. C'est un ouf. C'est un Ouais. ouf, il voulait Non, faire c'est ça. un malade. Mais c'est bien parce que c'est un homme de défi. Hein. Ouais, après Canelo, Ouais, il est sous chaud, viande de cheval, tu vois. Ouais. Enfin, viande comme un Oui, steak comment ils disent, mexicain. Viande mexicaine. C'était quoi du clombutérol là, je sais plus quoi là. Clenbuterol. Clenbuterol. C'est voilà. Voilà. On va rien dire parce qu'on n'est pas dans le problème avec le cartel. Mais voilà, tu vois. Et puis, alors après, on peut parler aussi du coaching chez les professionnels. Ouais. Là, c'est totalement différent. Ouais, ouais. Parce qu'on a 36 heures, il me semble, de récupération. Et malheureusement, c'est presque devenu un cheat code. Tu vois. Ouais, Ouais, de ouf. Quand tu vois un mec, comment il s'appelait, c'était Smith, là, l'anglais. Callum Smith. Callum Smith. Mais Ouais. Callum Smith, c'est Il est énorme. affolant, il est énorme. Quand on voit le combat qu'il a fait contre Boderley, qui était un mec de. Ouais. On avait l'impression que c'était un poids léger contre un C'est poids ça. lourd. quoi. Ouais. Mais beaucoup en Europe, tu vois, les mi-lourds, c'est des petits mi-lourds. Hein, comme il s'appelle Joshua Buatsi, c'est un mec, il est tout skinny pour un light heavy. Ouais. Les light heavy d'ici, là, les mi-lourds, ils sont à 200. c'est notre mentalité. Ils sont à mon poids là maintenant, je Ouais. suis presque à 95 kilos. Et il descend, même Edgar Berlanga qui boxe Ah, en lui, c'est super abusé. moyen, il est à mon poids. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une dinguerie après, tu vois. Mais c'est pire qu'un cheat code. Je pense que, en fait, à ce niveau-là, c'est complètement débile parce que bah, tu perds ta force et un coup peut changer ta vie. Tu vois. Parce que ton cerveau il est pas réhydraté et un coup peut Ouais. bah, tu vas tomber et puis tu peux avoir des séquelles Il y a eu des morts. irréversibles. Il y a eu Ah des bah oui. morts, hein. En fait, c'est un truc, moi j'aime pas trop en parler parce que ça fait un peu de mauvaise pub à la boxe, mais c'est réel. important d'en parler, c'est réel. Et la plupart des causes de ça, c'est les cuttings abusifs. Le cerveau qui n'est pas hydraté, C'est ça. c'est fini. C'est ça. Plus d'irrigation. Et puis c'est pas que comment on appelle ça, au fight. Les mecs ils font des sparring avec leur KOM, mon frère. Ouais. Tu vois.
Et en fait, c'est ça qui les assassine, c'est que tu le fais, tu vois, tu pousses ta machine, tu fais... récemment, il y a un mec là, Paul Bamba, je crois, il est mort après 14 combats à l'année. Oui, j'ai vu ça. Mais il faut pas juste voir, c'est juste des combats, oh, ça va, c'est juste Sirin. Non, ça veut dire derrière. 14 camps d'entraînement. C'est énorme. Et est-ce qu'à tout le temps, il était au poids? Parce qu'on sait tous, hein, en tant que boxeur, tu fais un fight, première chose que tu fais, tu vas manger n'importe quoi, burger, nanana. Et je pense que 14, c'était trop. Non, mais ça, c'est aujourd'hui dans le MMA, je pense que ça vient du MMA, j'ai l'impression que ça vient du MMA. C'est la culture MMA, ouais. Ça s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, par exemple Benoît Sandy. Benoît Sandy, il a fait 4 combats de très haut niveau avec des coachings, mais c'est astronomique ces coachings. Moi je l'ai vu en vrai, le mec est énorme, il descend en 70, mais c'est affolant. Et derrière, regarde, ces derniers combats, il a fait des sous-performances. Bah ouais. Parce que il était sûrement surentraîné mentalement, physiquement. Quand tu vois, il perd 15-20 kilos, comme ça, avec des guerres tout le temps, mais au bout d'un moment, ton corps il lâche. Mais c'est pour ça, c'est important de le rappeler que c'est pas parce que c'est fréquent en pro que c'est bien non plus, tu vois. Genre, ça reste dangereux, et même si tout le monde le fait, en vrai, si on peut éviter de le faire, bien sûr. Pas le faire. Le mec, il est mort, quoi. Et pourtant, ça passait bien pour lui, pour sa carrière. Et malheureusement, au bout d'un moment, t'imposes des trucs trop. La boxe, je veux pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, donner une mauvaise image de la boxe ou quoi. Ah, mais faut en parler, c'est sérieux. C'est quand même sérieux. Est-ce qu'il y a des contre-exemples aujourd'hui, Par exemple, comme on parlait tout à l'heure de Mayweather, il y a des mecs qui durent quand même. Bien sûr. Qui arrivent à être très intelligents. Bernard Hopkins, voilà. plein. Il faut attaquer la boxe sous cet angle-là, quand on s'y met, et non pas dans des trucs comme le gars qui est décédé. L'espérance de vie d'un boxeur, 61 ans, faut le rappeler. Et c'est pas, et souvent aussi, c'est parce qu'on est des, faut dire la vérité comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des Mongols. On est des Mongols dans le sens où, on s'impose beaucoup de choses difficiles, mais par contre, une fois que c'est fini, boum, on relâche. Et tu vois, c'est ce yo-yo qui va faire que malheureusement ça touche notre espérance de vie parce que le corps n'est pas fait pour. Et il faut réussir à trouver le juste milieu. Il y en a qui le font très bien et c'est de eux qu'il faut s'inspirer. Et c'est ça qui doit être démocratisé. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment cette approche healthy, saine de la boxe. Tu vois, cette approche saine de la boxe. Tu peux très bien le faire. Aujourd'hui, même pas faire des sparring de brut, de manière intelligente comme tu le fais justement avec Boxing Culture. Moi, j'ai été choqué en fait en arrivant ici. C'est une approche totalement différente, tu vois, de ce qu'on a pu voir par exemple en France. En France, on se crame. Faut dire la vérité, on se crame dans beaucoup de salles, pas toutes, mais beaucoup de salles, on se crame. Là, il y avait des moments, on va travailler une explosivité. Là, on va travailler ci, on va travailler ça. Et puis, il va y avoir une éducation qui va être faite, très saine. Il n'empêche qu'on fait quand même la guerre. Moi, je veux juste ajouter un truc sur ça, c'est, tu vois, on parle des pros, qu'aujourd'hui les gens ils s'inspirent beaucoup du MMA, des pros. La chose qu'il y a aussi à dire aux amateurs, c'est que vous êtes là, vous faites vos trucs d'amateurs comme des amateurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas entouré d'un nutritionniste. Un pro, il a tous les spécialistes, nutrition, il a des docteurs, tu vois, il a accès à des docteurs que toi, tu n'as pas forcément accès. Prise de sang, blablabla. Voilà, exactement. Les mecs, ils monitorent, comment tu dis en français, monitor? Ils track. Tu vois ce que je veux dire? Ils suivent tout, en fait. Tout est suivi. Ils ont des physiciens derrière. C'est ça, il y a des suivis, il y a ci, il y a ça, ok, bon, là, ton sang, il indique que tu es en carence de ça, le nutritionniste, il va faire un ajustement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire ces sèches de malade, tu vois, la plupart. Parce que ici, j'ai vu des mecs, même au niveau pro, ils font du bricolage, tu vois. Mais quand tu es haut niveau, championnat du monde et tout, tu peux te permettre de payer ces mecs-là. Tu vois, moi, Berlanga, je suis sûr et certain que voilà, il raque des mecs chers pour faire tous ces cuttings, tu vois, optimal dans les. En France, on a beaucoup moins de professionnels. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est en train de se démocratiser énormément. Dans le MMA, en boxe, on reste encore marginal. Mais par exemple, quand tu vois comme Conor, quand il est venu s'entraîner avec nous, là, Conor McGregor, le mec, il est venu. C'était un poil. Mais il y avait une équipe de 10 mecs autour. Alors, il y en a un qui ne tienne pas d'ours, un qui est sûrement son docteur, un qui est machin, un qui est truc. En fait, ce sont des équipes de fous furieux. Donc, ils ont vraiment un monde professionnel qui les accompagne. Parce que nous, on n'a pas. Nous, on est. Voilà. C'est la bricole. C'est ça. Et en fait, tu fais de la bricole. Tu joues avec la santé. Mais je pense qu'on commence tous comme ça dans tous les cas, tu vois. Bien sûr, c'est comme ça qu'ils commencent. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes de faire du cutting et trucs, parce qu'on n'a pas les mêmes armes qu'eux. C'est ça. Eux, ils peuvent se permettre. Faut rester raisonnable, tu vois. Il y a autre chose qu'on pourrait couvrir sur ce sujet. Vous voulez parler de. On a parlé de toi et de
tu passes dans la caté d'au-dessus. Je peux parler d'une expérience personnelle Ouais, que j'avais t'as eue. jamais eu. Vas-y. Moi, j'ai eu partage. un moment où c'était difficile. La seule fois, c'est là où je me suis décidé de changer de catégorie. Moi, je m'étais jamais emmerdé au poids. Et à un moment, je me suis rendu compte, je dis merde, je devais boxer en moins de 69. Ouais. Je dis purée, j'étais à 71 la veille. Je suis tellement habitué à être. J'avais pris le truc vraiment pas au sérieux, quoi. Ouais. C'était pour les championnats de France universitaires. Je me suis dit, bon, allez, j'avais vu des documentaires, des vidéos, tu sais. Les mecs étaient bain chaud, caoué, etc. Ouais. Voilà. Et j'ai fait le processus. J'ai fait. Mais non, mais attends, et j'ai cru que j'allais crever. C'est horrible. J'ai fait le processus. Je me suis retrouvé à avoir la tête qui tourne. Je crois que j'allais tomber dans les vapes. J'avais rien bouffé de la journée, etc. J'étais comme ça. Et là, ma femme, elle sort un plat du four. Moi, je comptais pas manger. J'ai sauté. Là, au bout d'un moment, j'ai vraiment vu des étoiles. Wow. J'ai sauté sur le plat. C'est des petits pois avec des haricots verts avec du poulet. Non. Ah, si. Avec les mains. Avec les mains. J'étais là en mode, j'ai fait un malaise vraiment. Wow. Et au final, j'ai même pas fait le poids. Le lendemain, je suis arrivé, il fallait que j'aille jusqu'à Toulouse. Le lendemain, je suis arrivé, j'avais 125 grammes à perdre. Ouais. Impossible de les perdre. Wow. J'ai couru, tête qui tourne. Et je suis allé jusqu'à Toulouse, donc 8 heures de route. Et là, je dis au gars, le gars me dit, bah non, c'est pas possible. Et je dis, bon, bah au moins mettez-moi dans la catégorie du dessus, donc j'ai fait tout ça pour rien. J'étais un légume. Et je me suis dit, de toute façon, c'est des étudiants égaux. Ah ouais. C'est des étudiants, ça va le faire, ça va être easy, tu vois. Et au final, je tombe sur qui? Monsieur Suras. Mais non. Suras. Je regarde le tableau, je suis monté en moins de 75, 8 en moins de 75. J'étais à 69, 100, tu sais. Oh là là. Et là, je dis, oh putain, ça me dit un truc, c'est bizarre. Je tape sur. Après, j'avais. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais une attelle au niveau du. Ouais, j'étais vraiment en blédard, les gars. J'avais une attelle au niveau du bras. Oh, campagnard. Et je me boxais qu'avec un bras, tu vois. Parce que je voulais gratter des points en fait. Vu que j'étais en STAPS, je voulais gratter des points sur ma moyenne. Ok. Et si je gagnais les championnats de France universitaires, et c'était en assaut, donc c'était du 1,30. C'est pour ça que j'avais pas pris le truc au sérieux. Je voulais gratter des points, tu vois, j'étais juste allé pour ça. Là, je vois Bruno Suras, je dis, oh putain. On s'est fait une putain de guerre, mais voilà, vous imaginez que. Bien sûr. Mais ouais, et du coup, je me suis dit, bah non, c'est fini, tu vois, c'est des conneries. Et puis je me suis dit, je monte en moins de 75. Donc j'étais à 71, et ça s'est très bien passé. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'es à quel caté là? 75 toujours. Ok, cool. Voilà, 75, puis allez, max que je suis, là, j'étais à 78 quand j'étais de retour. Puis je les perds facilement, je suis un peu en trop. C'est du surplus. Ouais, moi, je l'ai fait une fois, le truc des couettes là. C'était. C'était quoi? C'était mon dernier fight, je pense. Parce qu'en fait, plus j'ai pris de l'âge et plus c'était difficile et plus je prenais du poids rapidement parce que, voilà, tu vois. Et un jour, en fait, moi, j'avais un sauna portable. C'est genre un truc, c'est un... Ah, tu l'avais, ça? C'était à David, il me l'avait prêté. Et tu te mets dedans, en gros. Ouais, tu fermes la fermeture. Tu fermes et genre, ça chauffe. Et je suis là et tout, je fais le sauna. Au départ, ça va. Premier 5 pounds, cool et tout. Je dis, c'est quoi, je vais refaire une session. Je refais une session. Ma femme, Dieu merci, ma femme était là. Je fais le truc, et là, comme tu dis, t'as l'impression que tu vas mourir. Tu vois, tu commences à être là et à passer de l'autre côté, tu sais. Tu passes dans l'autre monde. Je suis là et tout, j'en peux plus. Mais quand je dis à ma femme, s'il te plaît, fais-moi un truc et tout, je vais mettre les couettes. Tu sais, genre, en fait, tu fais le sauna, tu sors, et après, tu mets les serviettes. Et en fait, tu transpires encore plus. Tu transpires, les serviettes, elles aspirent l'eau et tout, un. Et gros, je me lève et je suis comme ça, tout maigre. Ma femme dit, ça va, tu veux que j'appelle? Je dis reste à côté parce que à tout moment, je peux tomber dans les pommes. J'avais même pas réussi à parler anglais dans ces conditions. Moi j'ai réussi à avoir la force pour aller pouffer comme ça. Ouais, moi en fait dans ma tête c'était ça. Tu sais, t'es comme dans le désert où t'as des hallucinations, là, tu vois un oasis et tout. Et j'ai dit mais plus jamais en fait, c'est mort. J'ai plus envie de faire ça, tu vois. C'est une dinguerie. Et voilà, c'est pour rappeler qu'en fait la boxe c'est pas un jeu, les cuttings. Faut être entouré de gens qui savent de quoi ils parlent et c'est pas voilà. Tu vois. Ouais, mais en plus c'est un peu comme toi, j'étais avec ma chérie. Tu les fais flipper en fait. Bah ouais. Ils sont là, ils comprennent. C'est un trauma en fait. Moi j'ai une anecdote comme ça où justement j'étais seul par contre. En gros, moi je pense que bon déjà j'ai été très mal comment on peut dire influencé, genre éduqué à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon premier coach il m'a toujours mis dans le dur, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en fait dans tout, genre. Dans ta life. Et ouais, vraiment, dans tout. Et au bout d'un moment, moi j'étais en 56 kilos et j'arrivais plus, gros, tu vois. Genre, on s'entraînait 3 fois par jour
En plus, un matin, mais 3 fois, ouais. frère. Non, mais pour te montrer, genre à ce moment-là, c'était en été. Il travaillait ce mec? T'avais pas le droit, non. T'avais pas le droit de partir en vacances l'été. Donc Mais pourquoi? Moi, je pouvais plus aller en Espagne avec ma famille, par exemple, C'est un dictateur. parce que Non, mais- les vacances c'était prépa pendant 2 mois. Mais c'est un Donc, malade. du coup, pendant 2 mois, on faisait quoi? Genre, et en fait, c'était vraiment un taré, quoi. En fait, c'est maintenant que je me rends compte, le book, c'était un timal, tu vois, donc il était tout le temps en retard, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, genre, on faisait le premier entraînement, genre vers, je sais pas, 6h du matin, tu vois. Ensuite, le deuxième vers 14h. Et ensuite, le troisième était censé être vers, vas-y, genre 20h. Sauf qu'il arrivait toujours en retard. C'est une dinguerie. Par contre, si toi t'arrivais 5 minutes en retard, c'était fini pour toi. Ouais. Mais du coup, il arrivait toujours en retard, mais genre des bails de 2 heures, tu vois. Et moi, j'étais le seul, on s'entraînait sur des parkings dehors, j'étais le seul à l'attendre. Donc, j'attendais jusqu'à 22h, il commençait à faire nuit et tout. Gros, on finissait parce que c'était des entraînements pas d'une demi-heure ou quoi, c'était genre minimum 3 heures. Donc, en fait, je m'entraînais peut-être 9 heures dans la journée, tu vois. On finissait l'entraînement à 1h du matin, je rentrais chez moi, je mangeais, je me douchais et il fallait se relever le lendemain matin à 5h. À ce moment-là, en plus, trop d'anecdotes de fou. J'avais le permis, mais j'avais pas de voiture. C'est-à-dire que ma mère ne voulait pas que j'utilise sa voiture parce qu'elle n'était pas d'accord avec tout ça, que je m'entraîne autant et tout. Donc du coup, pas tout le temps, mais il y avait des fois où je devais aller avec mon sac en courant. Sauf que c'était à la ville d'à côté et genre fallait que je prenne les routes genre pas éclairées machin pour aller au plus vite. Mec, je courais genre 9 km pour aller à l'entraînement le matin. Bref, c'était une dinguerie. Heureusement, ils m'ont redéposé quand même après. Et bref, ce mec, il voyait très bien que j'étais à fond et tout. Et au bout d'un moment, il m'a fait un ultimatum. Il m'a dit, gros, c'est simple. Si tu descends pas en 56 kilos, parce que j'arrivais plus, Ouais. je t'entraîne plus. Wow. Tu vois, il m'a fait. Et en fait, pour moi, tu vois, j'étais naïf. Genre, Ouais, je bah, pensais que t'es je pouvais jeune, y t'avais quel âge, arriver que t'avais quel par âge lui. J'avais genre, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. C'est quoi son background, ce mec-là? Bah, rien, son background, c'est juste qu'il a une grande gueule, tu vois. Et c'est tout. Et du coup, il me dit, ouais, si tu Mais il a descends boxé, pas- lui? Non. Mais comment ça, gros, il entraîne des gens? Il a jamais boxé. Par contre, malgré tout, il avait quand même une bonne vision de la boxe, tu vois. Ok. Mais il n'avait pas d'expérience de combattant. Et du coup, il me dit, ouais, si tu descends pas en 56 kilos, c'est mort. Nan. Bref, du coup, moi, j'essaie de faire des trucs au mieux. Je prends un nutritionniste et je vais me peser. Je monte sur sa balance, j'ai 3% de matière grasse, genre dans le corps, 3%. Il m'a dit, ouais, gros, là c'est vraiment chaud. On fait genre, et j'étais genre à 59 kilos, tu vois. Et je pouvais pas descendre en 56. Il a compris du coup. Et il m'a dit, gros, moi, genre, je suis pas pour t'aider là-dedans, tu vois. Le seul truc que je peux te conseiller, à la limite, c'est pour que ça te mette le moins possible en danger, c'est de perdre du muscle. Et du coup, avec la préparation de taré qu'on faisait, quand on soulevait les wall balls de 50 kg, on tirait des voitures sur les parkings et tout, normal, tu prends en muscle, tu vois. Donc, du coup, enfin, bref, c'était une Ça, dinguerie. en fait, ça devient de l'abus, en fait, tu vois. Ah oui. Et c'est bien parce que ça nous permet de, tu vois, de Ouais, clairement. transitionner justement sur le prochain sujet, Le truc, relation du coach-boxeur. Ouais. Et la mainmise des coachs, tu vois, parce que ça, ou en fait, quand tu es un coach ou tu es un mentor, ou tu deviens un obstacle à la progression du gars. Ouais. Et dans beaucoup de cas, tu vois, genre j'ai reçu des messages quand on a fait le post sur le coach là, j'ai reçu des messages, je voyais des histoires. Bah déjà ton histoire elle est ouf, C'est c'est une incroyable, dinguerie. hein. Franchement, c'est ouf que je sois encore en vie. Ah, mais mec, Et attends, mais au final, il t'a pas fait, il t'a continué à descendre ou Je t'as suis arrêté descendu, après gros. À 56? Je suis descendu et c'est là où j'ai failli crever un jour. Mec. Mais non. C'est parce que, alors, du coup, veille finale des championnats d'Île-de-France. Pour ceux qui boxent, je boxe Adem Medj, un super bon boxeur et big up à lui d'ailleurs s'il voit ça. Et donc, mec, j'en pouvais plus. Je mangeais que dalle, je m'entraînais 2 fois par jour, j'allais en cours, tout ça. Ou non, à cette époque-là, j'étais en alternance. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, dans l'industrie, ça veut dire que genre j'étais technicien de maintenance et tout. Gros, je portais des vérins de 40 à 50 kilos tous les jours, mec. Mes jambes, elles étaient comme ça. Putain, mais c'est n'importe C'est quoi. dingue. Mais quelle vie quoi. Et genre, la veille du combat, comme tout le temps, je vais au sauna. Sauf que sauna, vu que j'étais déjà bien déshydraté, mec, il fallait que je reste au moins 2 heures, tu vois. Et j'y allais avec ma balance dans mon sac, hop, j'allais au sauna, je m'allongeais comme ça, je m'endormais des fois et tout, dans le sauna, hop, je ressors. Là, je me pèse, mec. Il y a des fois, je me pesais, j'arrivais même pas à voir ce qui avait marqué sur la balance. Parce Tellement, que genre, je t'étais voyais easy, fou en quoi, fait. ouais, Ouais, t'étais j'étais complètement mort. déhydraté. Et à un moment, genre, j'étais solo, j'ai fait un malaise, j'ai commencé à tomber dans la douche comme ça. Wow. Genre, je me suis mis comme ça, je me suis dit, ah, Mais tu sais que putain. en vrai, ces gens-là, Mais- il faut le dire, tu vois, ils peuvent aller en prison. Ah, mais moi, j'aurais pu mourir. Et ça, c'est des gourous, ça, c'est des gourous de sexe, ça, ces mecs-là. Mais mec, c'était un taré. C'est de l'abus Bah oui. de pouvoir, premièrement. Deuxièmement,
à partir du moment où même lui il a constaté que tu étais à 3% de body fat et que tu dis c'est dangereux, là je peux pas t'aider, mais qui continue de te forcer à descendre à 56. Ah mais tu sais que je me suis embrouillé pour ça. La mise en danger. Et deuxièmement, ce mec-là, il mériterait la tôle. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui est en tôle, tu m'as dit? Non, c'est un autre. Bah lui, non mais en fait, c'est le problème qu'on a avec les coachs en France, pas tous évidemment, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac, c'est que ils ont une emprise, ils essaient d'avoir une emprise sur toi beaucoup. C'est trop. Moi, j'étais dans une salle, j'avais pas le droit d'aller m'entraîner dans les autres. Ouais, c'est-à-dire que trouver des sparring, etc. de qualité, non, c'était impossible. J'avais pas le droit. Ouais, je devais rester dans ma salle à boxer avec les mêmes mecs qui étaient pas du tout au même poids que moi. Et en fait, les gars, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais ouais, ils ont ce rapport de puissance, de machin, de truc. D'ego. Ouais. Alors après, aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, avec Fred, c'est pas du tout comme ça c'est sûr. Je sais pas si c'est. On essaye de casser le cycle avec, tu vois, avec ce que je fais, c'est justement pour essayer de casser ça. Et puis surtout qu'il n'y a même pas de rapport financier souvent. Je comprends pas. En fait, c'est vraiment que de la perversion et que de l'ego. C'est un mec qui te contrôle, tu vois. Et c'est là-dessus, parce qu'en France, c'est du bénévolat, faut pas oublier les mecs. Ouais. Mais du coup, moi, grâce à ça, c'est ça qui m'a fait changer de coach aussi. C'est que je me rappelle, déjà, dernier jour de la prépa d'été, après les 2 mois, on avait toujours un test. On faisait des fractionnés en côte, tu vois. Et habituellement, on en faisait 10 ou 20, genre sprint de ouf, mais c'était une longue côte, elle faisait plus de 100 mètres. Et après, tu redescends en courant, genre à allure assez rapide, mais sans sprint, et tu remontes. Et moi, vu que j'étais au-dessus des autres, il me faisait faire ça avec un gilet lesté. Donc j'étais en 56 kg, gilet lesté de 10 kg, gros. Et le dernier jour, alors qu'on en faisait 10 ou 20 habituellement, c'était un fractionné de 50. Donc 50 où tu montes en sprint et tu redescends. Et si au bout du 30e, tu commençais à sprinter un peu moins vite, tu te faisais tabasser, quoi. Et bref, moi j'ai mis à ce moment-là mon cerveau en pause. C'est-à-dire que juste je le faisais et tout. Et en fait, à la toute fin de la 50e, je suis tombé. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau, il savait qu'il en avait 50 à faire. Et après, dès que j'ai fini la 50e, je suis tombé, je me suis réveillé dans la voiture de mon coach. T'as pas amené à l'hôpital, il m'a rien amené du tout. Et bref, après on avait fait les championnats de France et je m'étais fait sortir peut-être en quart de finale ou quoi, donc on avait quand même fait des bonnes choses, tu vois. J'étais son boxeur qui avait été le plus loin et à la fin de l'année, il avait toujours un truc, il appelait ça le bilan. Et en fait, ça me tuait parce que c'était comme ta meuf, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un malade. Le mec, il était là, il avait son petit carnet, il dit alors, en plus, moi j'étais son boxeur le plus assidu. Ouais. Et c'était moi qui terminais le plus, tu vois, les autres c'était vite fait. Et moi il sortait un gros bloc-notes, gros. Il dit alors le 13 décembre à 9h05 tu m'as envoyé un message, tu m'as dit ça, après t'as fait ci. Gros, c'était un taré. Et bref, ce mec là, du coup, vu qu'on s'était fait sortir en quart de finale, il a mis toute la faute sur le truc de c'est à cause de ton nutritionniste, t'as pas voulu m'écouter. Attends, mais t'avais un nutritionniste? Ouais, du coup, j'ai pris un nutritionniste pour descendre en 56 kg, tu vois. Et grâce à lui, je suis quand même descendu. T'es pas mort, quoi, en vrai. Ouais, voilà, je suis pas mort. Et d'ailleurs, big up à lui, c'est regarde ça, tu vois. Et du coup, en fait, il s'est pas du tout remis en question. Il s'est pas dit, ouais, si on a perdu, c'est à cause de l'entraînement que j'ai pu faire et tout et tout. Non, c'est juste, t'as pris quelqu'un qui a interféré dans notre relation coach-boxeur, c'est de sa faute, machin, il a commencé à me terminer. Et en fait là, c'est vraiment ce jour-là où j'ai commencé à serrer totalement. Et en fait là, je suis parti parce que je savais très bien, je me connais, tu vois, et je commençais à avoir mes mains qui tremblent, je commençais à avoir flou tellement j'étais énervé. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me tire. Il faut absolument que je me tire. Et je me suis tiré. J'ai voulu quand même rester loyal jusqu'au bout et lui parler en face, tu vois, parce ça faisait 4 ans il m'entraînait et au moins lui dire des choses en face. Il a jamais voulu me reparler ni rien. Là, ton devoir, mec, c'est que tu sortes pas forcément son blaze, mais moi je pense à toutes les dizaines et vingtaines de personnes qui sont passées derrière et qui ont dû subir ce même cercle vicieux. Ouais. Donc juste pour savoir, c'était où exactement cet endroit que mes enfants n'y aient jamais? Alors c'était à Savigny-le-Temple. Voilà, c'est un entraîneur qui a des cheveux longs, un Renoir, un Tismé, qui les met en chignon comme ça, qui a une beubare.
qui a un prénom qui commence par un O, qui finit par un R, et voilà, il va se raser la tête. Moi les gars, c'est malgré tout, j'ai quand même toujours beaucoup de respect pour lui parce que c'est grâce à lui que je suis là, tu vois. Mais non, pas du tout. Non, en fait, c'est grâce à lui. Il a peut-être participé. Non, mais voilà. Dans le sens où c'est lui qui m'a fait comprendre que la boxe, c'était genre, je l'ai pas appris comme un sport à la normale, tu vois, parce que j'ai fait tellement de sacrifices que du coup, ça m'a aussi changé ma vision là-dedans. Mais en fait, après, tu vois, en fait, il y a une différence entre s'entraîner dur, sans but, en fait, souvent les boxeurs. Ok, je vais prendre un exemple concret. Mon entraîneur, ça fait. Moi, j'ai 36 ans, j'ai commencé à 16 ans, ça fait 20 piges. Et avant moi, il avait commencé à entraîner des gens déjà. Donc, il doit entraîner les gens depuis 40 ans. Ouais. Ou plus. Enfin, voilà, dans les, vas-y, 30 à 40 piges. Quand tu as des nouveaux boxeurs qui arrivent, tu veux les tester direct pour savoir est-ce qu'il a le mental ou il a ce qu'il faut pour être un boxeur. Mais il faut lui expliquer. Pourquoi tu fais ça? Parce que toi, il t'a rien dit, il t'a pas dit pourquoi il t'entraînait comme un ouf. Mais surtout qu'en plus, par exemple, je fais le parallèle avec comment moi tu m'as préparé quand je suis arrivé, parce que je t'avais parlé de mes objectifs. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé la boxe avec lui, c'est ça. En fait, ils te font. Genre, je suis venu pour découvrir. C'est ça. Et en fait, on te prépare pas, on t'explique pas. Ouais. Et en fait, souvent, c'est ça l'erreur des coachs. C'est en gros, tu vois, moi, mon coach, il est arrivé, il a dit, ok, les gars, la boxe, c'est pas un sport de soft, c'est dur. Donc mentalement, il faut être fort. Ouais. Donc je vais être très dur avec vous. Donc il t'explique. Il lui dit, je vais t'insulter, mais le prends pas personnellement. Je vais t'insulter, mais genre gentiment, tu vois, des ouais, mais t'es bête ou quoi, mais j'ai jamais vu un mec aussi bête. Tu vois, il va un peu te lancer des pics comme ça, mais sans, tu vois, genre pousser dans l'extrême. Sans faire de l'abus de pouvoir, en fait. Tu vois, c'est comme ce qu'il te faisait, c'était dingue. C'était trop. Et il y a ce facteur, ok, il faut pousser le boxeur une fois de temps en temps, voir s'il a ce qu'il faut mentalement pour renforcer son mental et sa résilience, etc. Mais quand tu passes un certain point et que tu as vu que le mec était chaud, il n'y a plus d'intérêt en fait. Mais si ton coach il te pousse à te faire des trucs qui te semblent pas logiques, frère, on a tous des bons instants, ça veut dire que c'est pas logique. Bah, le mec déjà tu l'as dit, le gars n'a aucune expérience dans la boxe. Donc déjà à partir du moment où tu n'as aucune expérience dans la boxe, tu peux pas. Si lui, il te fait vivre des choses que lui-même n'a pas vécues. Ouais, grave. Donc, par exemple, des 100 sprints, des 50 sprints, des entraînements de 9 heures. Et le mec, il a trop regardé. Comment il s'appelle le manga là? Hajime no Ippo. En fait, je pense que c'est sa seule référence, mec. C'est possible. C'est sa seule référence. Parce que, Hajime no Ippo, il fait des dingueries. Ou il a regardé Never Back Down ou je sais pas quoi. Le mec, il s'est dit, vas-y, c'est bon. Ouais, grave. Tu vois. Il veut te faire des trucs à la Rocky. Après, voilà, comme tu as dit, de toute façon, on est tous, quand on commence, on sait pas, on est là. Voilà. Et aujourd'hui, ça te permet d'être avec la meilleure. Là où il y a un truc que je regrette, tu vois, c'est genre l'entourage. Dans le sens où, par exemple, moi, mes parents, depuis le début, ils me disaient, alors que, mes parents, ils connaissent rien à la boxe, hein, tu vois. Mais les peu de fois où ils voyaient ce mec, genre, ils me disaient, gros, genre, en fait, moi, mon père, il m'a dit un truc tout simple, et genre, qui a résonné dans ma tête. Il m'a dit, quand un homme, il vient de serrer la main, il te regarde pas dans les yeux, c'est qu'il a un truc à se reprocher. Ouais, de ouf. Il m'a dit ça. Et après, moi, je me suis dit, ouais, mais au calme, genre, mon coach à cette époque, du coup, genre, il est timide et tout, mais en fait, maintenant, genre, tout prend sens. Genre, en vrai, ce mec, il était chelou, gros, il regardait personne dans les yeux, il était là comme ça, il était trop bizarre. Tu sais, c'est le comportement d'un mec qui n'a pas confiance en lui, mais qui est peut-être aussi pas fier de ce qu'il fait parce que peut-être il doit le savoir ou quoi. Et bref, c'était trop bizarre. Tu vois, ils disaient jamais bonjour à mes parents parce que mes parents, des fois, ils venaient me voir à mes combats et tout. Genre, ils faisaient tout pour essayer de les vesquiller, comme s'ils faisaient un truc de mal avec leur fils. Techniquement, en tant que coach, tu as la vie de quelqu'un entre tes mains. Plus ou moins. Oui. Quand il est sur le ring, c'est ta responsabilité. Ce mec, il a quand même aussi pas mal profité de tous les résultats que j'ai pu faire parce que grâce à moi, en vendant un peu mon palmarès et trucs que j'avais fait et tout, il a réussi à ouvrir une salle, tu vois, une salle à la mairie, tout ça et tout. Ouais, bah après, je me suis aussi servi lui entre guillemets parce qu'il m'a préparé, tu vois. Il y a toujours du donnant-donnant dans ce genre de situation, tu vois. Les coachs, ils te font un petit peu et en échange. En gros, c'est un échange de procédés. Il t'a fait, lui aussi, il va se faire. Bah oui, mais tu vois, si j'avais écouté mes parents à ce moment-là, parce que moi, dans ma tête, je me disais juste, mes parents, ils connaissent rien à la boxe. Genre, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai grandi avec ce truc en mode, voilà, tu veux boxer, il faut absolument que tu fasses un putain de régime. Genre, même si tu te sens bien et tout, bah non, tu vas devoir perdre. C'est-à-dire que tu es à 60 kilos sans régime.
Bah alors non, tu boxes à 56. Mais Il y a cette image-là, ah ouais, les régimes, pas trop dur. Je suis pas de régime, tu vois. Et en fait, c'est partie de la boxe. Ouais. Pas tout le monde n'est pas obligé d'en faire. Bah Tu ouais, vois, c'est du mais ça, je l'ai compris après. Surtout en amateur. Putain. En amateur, surtout pas. En pro, ouais, j'en ferai, c'est obligé, tu vois. Parce que sinon, tu vas te retrouver. Tous les mecs qui sont dans ma catégorie, c'est des poids qui font 85 kilos en dehors, tu vois. Donc en pro, je pense que je serai obligé de sûrement faire des cuttings selon les situations, mais pas. En fait, ça dépend de toi, comment tu te sens. Si tu te sens strong, tu te sens fort, tu te sens bien. Pourquoi te tuer en fait? Bien sûr. Tu vas regarder André Ward, tu vas prendre un mec qui est affaibli et toi tu seras bien. C'est ça, toi tu seras à fond, lui il sera déhydraté, tout ça, et il sera KO. Tu vois, moi un jour, je me rappelle, on m'a fait une douille. Je boxe sur la carte de Evander Holyfield et je signe le contrat pour moins de 80 kg, donc 175 pounds. J'arrive, le mec il a 187 ou 188. Genre, il est en cruiser en gros. Cruiserweight, une catégorie au-dessus. J'ai dit ok, j'ai vendu ton ticket et je suis obligé de combattre. Mais lui là, ce bâtard, je veux qu'il saute à la corde et qu'il descende au moins à 180. Ce qui était impossible, tu vois, tu perds pas 6 pounds comme ça là en une heure. Et donc le mec il saute à la corde, il se crève et tout, il descend à, je crois, 183. Donc j'accepte, je dis vas-y, fuck it, de toute façon demain je vais être dans les 190, tu vois. Moi je montais, je faisais 175, je prenais 10 pounds. Parce qu'après plus, ça affecte la performance. Donc je vais être à 185, il va être 193 ou quoi, tu vois, fuck it. Il va être 10 pounds de plus, c'est pas grave. Mais il va être déhydraté. Et c'est ça qui va être séché, il va pas avoir le juice. Premier round, je fais quoi? J'arrive, je monte les mains gros que je le serre. Je le force à travailler. En fait. C'est ça, je le force à travailler. Moi je bloque, tac, tac, je regarde et tout. Il se fatigue. Papa, il donne tout, je bloque, papa, j'encaisse. Et à la fin, il commence à ralentir à la fin du premier round. Je dis, ah, ok, nice. Deuxième round, quand j'arrive, il a plus rien, plus de juice. Il fait un truc un peu lent. Bim! Mort, KO, genre, le mec, j'ai terminé. Et en fait, voilà, tu vois, il était tellement déhydraté qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Tu vois, genre, tu vas faire un 6, 8 rounds. Tu peux pas être déhydraté comme ça. C'est mort, tu vois. 10% de déshydratation. Dans 1% je crois de déshydratation, ça t'enlève 10% de performance. Juste 1%. Un truc comme ça, ouais. Le ratio, c'est un truc, c'est dingue. Donc voilà, vas-y, je pense qu'on peut tourner la page sur le weight cut et j'ai envie d'aller un peu en profondeur sur les relations coach-boxeur et de donner des solutions en fait aux boxeurs. Par exemple, toi, Bastien, tu vois, ton expérience, tu en as parlé, tu as dit, le mec, il était un peu traumatisé, il a fait des dingueries. Est-ce que ce serait quoi les conseils que tu aurais à donner à un jeune boxeur qui se retrouvait dans une situation comme ça où il ne sait pas trop quoi faire et le coach, il est là, il lui fait faire des dingueries et le boxeur, il se dit, mais attends, est-ce que c'est logique, tu vois? Qu'est-ce que ce serait les conseils que tu aurais à lui donner? Suivez votre instinct. Ça veut dire que ok, la boxe est dure, ok, mais au bout d'un moment, si tu vois que le mec en face, c'est un gros taré, qu'il fait que t'affaiblir tout le temps, dès que tu essaies de lui dire un truc, il te dit de fermer ta gueule et que tu l'écoutes, ben vas-y, genre pars. Parce qu'en fait, au-delà de ça, il faut aussi que tu sois content de boxer. Tu vois, si tu as commencé ce sport et que tu l'as continué, c'est parce que tu as kiffé ça. C'est-à-dire que là, tu n'es pas là juste à arriver à l'entraînement pour te faire maltraiter et te bolosser tous les jours. Donc du coup, suivez, non mais c'est vrai, genre, suivez, moi j'étais arrivé à un moment où je prenais plus plaisir à aller à l'entraînement. À la toute fin, au moment où je me suis séparé de mon coach, mec, j'arrivais, genre on se regarde au loin comme ça, Scarface, genre personne disait bonjour à personne, puis on se regardait super mal et tout. En fait, c'est là je me suis dit stop. C'est plus simple. Et en fait, suivez votre instinct, n'hésitez pas à écouter votre entourage, même si ils n'ont pas forcément de connaissances dans la boxe ou quoi. Il y a des personnes, surtout vos parents, votre mère, votre père, qui peuvent voir des choses que vous ne voyez pas forcément quand vous êtes là-dedans, la tête dans le guidon et tout. Ça reste malgré tout une relation humaine, donc faut qu'il y ait de la confiance, du respect, et c'est ça qui va vous faire prospérer. Donc si jamais il y a des, tu vois, comme ton truc là, où tu mets les points sur 4 là, où tu testes un peu les personnes, la fiabilité, la loyauté, le respect, plein de valeurs essentielles chez un homme mais chez une femme aussi. Et si tu vois que ça remplit pas les cases, mec, barre-toi et t'inquiète pas qu'il y a plein de gens en boxe, il y a plein de coachs partout. Donc si c'est pas avec lui, ce sera avec un autre. Il faut que ton coach veuille ton bien. Quitte à ce que, faut pas avoir. Aujourd'hui, on n'a pas cette mentalité en France de payer le coach. Mais les gars,
pour moi, c'est la moindre des choses. Aussi, il faut savoir respecter. Quand tu te respectes toi-même, il faut respecter les autres aussi. Un coach, si tu veux qu'il s'investisse pour toi, si tu veux qu'il veuille ton bien, etc. aussi, bah, le gars, faut qu'il mange. Hein. Donc, faut pas hésiter à payer. Moi, je préfère payer un coach et investir mon argent dedans, plutôt que me trouver un coach, payer ma licence 150 balles l'année et que ce soit la dictature comme tu l'as vécu. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, se fier à son instinct. L'instinct, c'est la première chose. Le bon Dieu nous a créé un instinct, c'est pas pour rien, tu vois. Genre, je me sens mal, je le sens au fond de moi, tu sais, quand t'arrives dans la salle, t'as ce truc. Non, faut se casser. C'est très dur à dire, mais c'est dur à faire. Surtout qu'en plus, des fois, c'est compliqué parce qu'on voit pas forcément. Bien sûr, on ressent pas. Puis après, c'est une expérience aussi. Faut passer par là des fois. Moi, je suis passé par cette étape-là. Je suis passé dans des clubs qui ne m'ont pas plu du tout. Et puis au bout d'un mois, j'ai mis longtemps avant de décider de partir. Par contre, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Parce que justement, on me restreignait trop. Et puis après, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, c'était. Regarde, demain, moi, j'avais des soucis, je me posais des questions, etc. Avec mon manager, mon agent. J'ai appelé Fred. Fred, il a dit bah écoute, on va regarder. Il a qu'à une expérience, un mec qui a une expérience, qui a connu le haut niveau, c'est important aussi. Un mec qui a connu le haut niveau, ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup de choses. Et bah écoute, bon, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ci, puis au final, t'as vu, t'as su super bien m'aiguiller. C'est quelqu'un qui veut ton bien, tu vois, quelqu'un qui va dans l'intérêt du boxeur. Un coach qui pense à toi avant lui. Voilà, qui pense à toi avant lui. Et moi, je pense que ça passe par respecter son coach et se respecter nous-mêmes. Tu vois, donc faut payer. La mentalité, on l'a pas en France malheureusement, mais ça va venir. Le gars, il se fait chier pendant des jours. Il faut bien qu'il remplisse le frigo. Et derrière, ça lui donne envie. Regarde ici, les coachs ils demandent de l'argent. Par contre, ils se documentent sur toutes les nouvelles méthodes d'entraînement. Ils sont toujours à la pointe parce qu'ils veulent être les meilleurs. Tu sais, tu payes pour un service. Il veut te garder, tu vois. Il veut te garder, etc. Et aussi, attends, finis. Là-bas, c'est un rapport. Si le mec veut vraiment, c'est un rapport un peu juste de pouvoir, tu vois, en France. C'est là un peu la seule chose qui lui reste. Exactement. Il n'est pas payé, le gars. Et voilà, c'est là où je veux en venir. Il n'est pas payé, il se donne, il va charbon. En fait, c'est là où je voulais en venir justement. Toi, c'est que je pense que les coachs les plus dangereux, c'est les coachs qui vont te faire monter sur le ring, mais pour défendre leur ego à eux. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est toi qui prends les coups, c'est pas lui. Et c'est lui qui est en mesure de t'arrêter ou pas, et il va pas le faire parce que c'est son ego. Et ça, gros, c'est dangereux de ouf, mec. Parce qu'en fait, c'est genre comme si t'étais son pion. T'es là, t'es sur le truc, tu te pétas, et lui, il défend son ego par toi. Et il va pas lâcher. Il fait un peu sa pub au travers de toi. C'est-à-dire que si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, ils s'en bat les couilles. Et c'est de ta faute. Après, il faut pas faire les. Tu vois, genre, moi, j'ai eu la chance. Il y a beaucoup de bons coachs. Genre, si tu perds, le coach, il perd, il est vénère. Tu vois. Mais genre, il y a des coachs, si tu perds, ils s'en foutent. Non, mais attends, de là à te sortir un classeur pour te terminer dans le mais ça, c'est dingue. Ils appellent ça le bilan. Alors, le mec, il a un pet au casque. Est-ce qu'il faire ça gratuitement comme ça? Mais surtout le mec ne bossait pas. Ça devait être un sacré branleur. Et pourquoi il bossait pas? Parce qu'il devait se faire terminer par ses patrons. Ça devait mal se passer. Donc, ça allait se répercuter. Il allait se venger, en fait. C'était sa vengeance. Donc, c'était sa vengeance. C'est une dingue. C'est de la torture, tes entraînements. Sans sprint. Ça a pas, genre, ça sonne, comment on dit, j'arrive pas à le dire en français, mais ce que tu dis là, c'est de l'abus de pouvoir. C'est pas des entraînements, gros, c'est de la torture. Attends. Non, mais surtout que pour moi, c'est de la mise en danger. C'est très très grave. Parce que à partir du moment où tu tombes dans les pommes et qu'il t'emmène même pas à l'hôpital, à partir du moment où il constate que ta santé est en danger, 3% de body fat, que tu es squelettique et qu'il dit écoute, c'est plus mon problème, machin, mais par contre, il faut que je fasse quand même. Mais mec, ça, c'est. Qu'est-ce qu'il doit faire à ça? S'il a une gonzesse, mon gars, la pauvre. Hein. S'il y a des gamins, les pauvres. C'est le cas de la dire. non, mais attends, ça c'est gravissime. C'est ouf. C'est abusé. Et tu vois, je me rappelle, il nous faisait tellement pas confiance qu'il nous disait tout ce qu'il fallait faire et tout en dehors. Donc c'est là où il y avait la fameuse légende, tu fais perdre du poids, tu manges une pomme. Donc moi je mangeais une pomme par jour avec 2 entraînements par exemple, tu vois. Et genre il nous disait tu prends bain froid et tout. Et en fait, vu qu'il me contrôlait totalement, mec, fallait que je lui prouve que je faisais un bain froid
Donc bon, j'étais pas à poil évidemment, mais genre j'étais en caleçon et genre il fallait que je me foute dans le bain comme ça et que je coupe pas la vidéo pour lui montrer jusqu'au bout que je suis resté genre 5 minutes, que je lui montre le chrono, le thermomètre, que c'était genre à 0,5 degrés. En fait, là tes darons ils vont aller après lui gros. Faut pas D'ailleurs big up à papa, maman, désolé, j'aurais dû vous écouter, je suis vraiment désolé. Je pense que en fait ce mec-là il avait vraiment pas de vie, tu vois. Mais c'est un gros pervers. Et en fait, il vivait à travers vous. C'est ça. Par sa domination, par son truc, son emprise. Et après, c'est pas la première histoire un peu saugrenue que j'entends. Des histoires comme ça. C'est faux. Je pense que c'est partout pareil. Mais il faut trouver. Il y a le facteur chance, mais il y a le facteur aussi réussir à se débarrasser de ça, de briser les chaînes et de pas avoir. Il y a le facteur maturité, prise de recul. Ouais. Moi j'étais petit, mais j'étais. Mais tu vois, ça en vient en fait à pourquoi j'ai appelé boxing culture. Parce que la culture de la boxe aujourd'hui, c'est exactement ça. Faut être hardcore, faut être dur. Donc toi, quand tu arrives à la boxe, tu sais que c'est la mentalité. Et tu vas faire toutes sortes de trucs qu'on te dit de faire parce que on m'a dit la boxe c'est dur, j'ai regardé Rocky, il est là, il tape des... Tu m'avais dit que tu avais appelé boxing culture, ce qui avait partie boxe et partie culture à New York. Non mais ça après, ça c'est venu après. En fait c'est presque de la chance en fait, tu vois. C'est presque de la chance ça. Mais en fait il y a plusieurs options. Il y avait ça, changer la culture de la boxe. Et après, il y avait un truc un peu la culture des boxeurs. On va cultiver les boxeurs. En mode, tu vois, c'est une culture qu'on aura beaucoup de, tu sais, comme une cultivation de. Comme une secte, en fait. Ouais, voilà. Comme une secte. Mais bon, voilà. Pour te dire que le grand but, c'est de changer justement cette culture de c'est hardcore et machin. Et que les boxeurs, ils se remettent en question ou qu'ils remettent même leur coach en question. Parce que oui, d'accord, le boxeur, il doit être fort mentalement. Aujourd'hui, même moi, je suis le premier à dire que les boxeurs d'aujourd'hui, ils sont soft. Tu vois, quand on compare à un Marvin Hagler, la génération du RAD et tout, les mecs, c'était des vrais durs, ça allait à la guerre. Aujourd'hui, les boxeurs, ils sont plus sur la retenue, ils ont un peu plus peur, ils font attention. C'est un peu aussi l'évolution du sport, ça veut dire que tu veux être durable. Tu veux être durable, tu vas avoir une santé. C'est un peu aussi grâce aux médias. Comment il s'appelle l'anglais là qui a fait. Tu sais, quand il a vu que le mec était un peu trop chaud, il a fait genre de tomber du ring. Là. Je sais pas. Ben Whittaker. Ah ouais, j'avais. Ça, ouais, on en avait parlé. Ce mec là, c'est une des têtes d'affiche d'aujourd'hui. Mais juste quand tu regardes cette tête d'affiche là, par rapport à, comme tu l'as dit, Marvin Hagler, mais les mecs, comment ils s'atomisaient. Même l'époque de Mohamed Ali, des 15 rounds contre Joe Frazier là. Mais des guerres. Non, c'est dingue. Mais bon, après, oui. Mais voilà. Mais en fait, tu vois, moi, ce que je veux rebondir sur ça, c'est que c'est la culture aussi de la durabilité. Et récemment, tu vois, il y a une histoire qui a fait un peu de bruit, c'est putain, mon Dieu, Gervonta Davis qui va arrêter la boxe, il part en retraite et tout. Mon frère, il prend beaucoup de coups. Et il a compris, il a une fille, il veut voir grandir sa fille, et c'est normal. Et en fait, cette nouvelle culture, aujourd'hui, les puristes, là, ceux qui s'appellent les puristes, qui s'en battent les couilles de la santé des boxeurs, ils veulent, mais non, le spectacle. C'est ça, nous on veut la guerre, on veut des vrais bonhommes et tout. Ouais, mais des vrais bonhommes qui vont cracher des bulles quand ils parlent. Mais on les voit maintenant, tu vas dans les salles, venez dans les salles à New York. Quand tu vas dans le Bronx, quand tu vas au Cops and Kids, ils ont tous les yeux crevés, ils bégayent quand ils parlent, ils se mordent la lèvre et tout. Ils n'ont pas fait des carrières forcément tous exceptionnelles, ils ont fait la plupart des mecs, il y en a un sur les 200 qui va avoir une belle carrière. Mais putain, ça fait flipper. C'est pour ça que, moi je trouve que c'est bien cette gestion pour la santé des mecs, et puis on arrive quand même à avoir ça nous permet aussi d'avoir des combats beaucoup plus techniques. Après, c'est plus pour les puristes. C'est ça. Mais tu vois, moi, un combat. Non, mais tu veux durer en fait. Tu vois, tu veux voir tes enfants grandir. Tu veux avoir une vie après la boxe. Tu vois. Genre aujourd'hui, il y en a combien et ils ont même pas de. Tu vois, genre ils ont plus de cerveau. Les mecs, ils ont fait des carrières de 10 ans. Ils ont même pas fait 200 000 balles. Ils peuvent rien faire après la boxe. Ils sont complètement détruits. Ils sont fumés mentalement, physiquement. Ils savent que faire la boxe. Ils ont que ça. Et c'est pour ça que tu vois des mecs remonter sur le ring parce que ils ont pas préparé leur après carrière. Tu vois, et tout ça, faut pas dire que c'est que la faute des coachs parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où tu peux tout savoir sur tout. Tu vois, il y a YouTube, il y a Google, il y a ChatGPT, il y a l'intelligence artificielle. Tu as des questions, tu peux tout savoir. Donc on peut plus rejeter la faute sur les coachs. Et en vrai, franchement, là, tu vois, on a descendu beaucoup les coachs de boxe, mais il faut aussi leur donner. On va leur envoyer des fleurs. Il y a beaucoup de coachs passionnés qui donnent toute leur vie pour les boxeurs et qui font les choses bien. La plupart des coachs. Voilà, tu vois. Et si moi, j'avais pas eu un coach comme ça, je serais pas là et vous serez pas là. Et voilà, tu vois. C'est grâce à eux.
premier coach. Dédicace à Malek Ikenash, tu vois, qui nous a tous un peu sortis de la misère. On était dans les trucs de conneries de petits cons et tu vois, il nous a tendu la main pour qu'on passe de l'autre côté justement et qu'on ait les carrières qu'on a eues. C'est bien que tu dis ça. Et voilà, c'est important, tu vois, il y a toujours des bons coachs, il y a des mecs qui vont tout faire dans ton intérêt. Tu vois, ils vont sacrifier leur vie, le temps avec la famille et tout, C'est ouf ça. pour que toi, tu ailles au plus haut, au plus loin de ta carrière. Et voilà, tu vois, faut leur donner un big up. Et d'autant plus en France où ils sont pas payés. C'est ça. D'autant Et en plus plus, en ils France sont où pas ils sont payés. payés. Et encore un point que je vais ajouter, c'est que quand tu es un coach et que ton rêve, c'est d'avoir un champion, ton champion, pour que toi, tu fasses 100 000 balles en tant que coach, parce que la plupart des contrats, tu donnes 10% à ton club, faut qu'il fasse 1 million. Il y a combien de boxeurs qui vont faire 1 million en France? Là pour l'instant, je crois qu'il y en a, je crois pas Il qu'il n'y en a pas un. Il y en a pas Tony Yoka, il faisait 250K par fight, ok, peut-être son entraîneur il a bien mangé. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas le laisser partir, tu vois. Mais en dehors de ça, gros, il n'y a personne. Et prochainement, ça va voilà, être tu vois, c'est tout ce qu'ils ont à prendre et à espérer, tu vois. Donc voilà, on arrive à 50 minutes, les gars. Je pense c'est un bon sujet, c'est deux bons sujets qu'on a couverts. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire, que ce soit sur le weight cut ou sur autre chose même? Non, je pense qu'on a bien conclu sur une note positive, c'est bien parce qu'on a entendu beaucoup de négatifs par rapport aux histoires. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir quand même des coachs qui étaient vraiment bien. J'ai pas traversé les mêmes choses que toi. Moi j'ai eu un coach, il a 78 ans là, il continue d'entraîner. C'est ouf. Voilà. Et du coup, faut leur tirer notre chapeau quand même. En France, c'est pas évident d'être coach. C'est pas évident d'être coach. C'est une passion plus qu'un métier, quoi, en fait. C'est juste comme si tu étais prêtre à l'église. Tu vas faire ton truc gratuitement, tu donnes de ton temps et de ta personne et voilà, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire un mot sur la suite de ce que vous avez à faire? Un mot sur la suite, là, il y a les Golden Gloves qui arrivent. Les Golden Gloves qui arrivent, donc on a repris la préparation avant-hier. Avec Bastien, on s'entraîne tous les deux au Nayak tout le temps. Et puis on va faire les sparring OTX. Ah ouais, ça va être lourd ça. Donc c'est comme des combats en fait. En vrai, là vous allez faire un pré-fight. Les caméras et tout, ça va être lourd. Et en plus, il y a beaucoup de Français qui suivent OTX et tout là. Tous les gens m'envoient des trucs. Regarde, vous êtes passé dans Parallel 8, bro. Genre comme si on savait pas. Mais ça tombe partout, ça. C'est mondial. C'est mondial. Il y a beaucoup de vues, etc. Donc là, ça va être la War. OTX, c'est toujours des grosses guerres, etc. Donc ça arrive la semaine prochaine. Je parle le 24. Et puis après Golden Glove, objectif national Golden Glove champion. Et puis passer pro direct après. Ah ouais? Ok les gars, bon c'est un wrap, hein, je pense qu'on est bien. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des sujets sur lesquels que vous voulez qu'on traite en fait, n'hésitez pas à envoyer feedback sur le son. Là c'est notre deuxième avec Baptiste. Deuxième podcast. On en a fait un autre, donc c'est le troisième en vrai. Le son sur le dernier était bien, on n'a pas eu trop de mauvais feedback, donc normalement ça devrait aller. N'hésitez pas à dire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on aille, les sujets abordés, etc. Nous ça nous fera toujours un plaisir. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine les gars. Peace. Tchuss. Pas mal.